paramètres. Les planètes du système solaire, ils orbitent à peu près sur des orbites presque circulaires. Mais là, on voit que les orbites des planètes extrasolaires peuvent être très excentriques. La plupart, ils ont quand même un tout petit peu d'excentricité. Et dans certains cas, on a des excentricités plus que 0,9, qui sont pratiquement des comètes de point de vue orbitaux. Alors, un autre message très important, et je dirais assez récent, parce que là, ça sort un peu de la statistique du satellite Kepler, c'est que, en fait, la plupart, les planètes les plus nombreuses dans notre galaxie semblent être des petites planètes. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un peu la statistique des planètes dans notre galaxie par rapport à leur taille. Et vous voyez que c'est surtout des planètes entre la taille de la Terre et la taille de Neptune qui semblent être très, très, très nombreux. On n'a pas des objets comme ça dans notre système solaire, donc de quelque part, on ne pouvait pas le prévoir. Mais ces objets qu'on a définis super Terre, juste parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils sont, le nom c'est très cool, mais on ne sait pas trop. Super Terre sont des objets donc, avec une taille entre la taille de la Terre, la taille de Neptune, et une masse de nouveau entre la Terre et Neptune. Mais on ne connaît pas trop, en fait, qu'est-ce qu'ils sont exactement, et je reviendrai là-dessus dans quelques transparences. Alors déjà, tout ça, c'est assez impressionnant, mais là, vraiment, on doit se préparer dans les prochaines dizaines d'années, parce qu'il y a une longue liste de missions spatiales de la NASA et de l'ESA, et aussi de surveys au sol, qui vont découvrir vraiment milliers et milliers de planètes. Kepler 2, il est déjà en train de travailler, Gaïa aussi. Dans le futur proche, Khéops et TESS, et puis Plateau, et puis une longue liste aussi du sol. Et vraiment, toutes ces missions spatiales et aussi les surveys du sol vont vraiment donner une grande contribution là-dessus. Mais bien sûr, on ne veut pas que collectionner des planètes, on n'est pas en train de collectionner des timbres. Donc, on a aussi beaucoup de questions scientifiques. En particulier, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui sont les causes de cette diversité qu'on a vue. Déjà, les paramètres basiques semblent suggérer qu'il y a une grosse diversité. On ne sait pas exactement comment les planètes se forment et comment ils évoluent. Bien sûr, on a des théories. Bien sûr, on commence petit à petit à comprendre un peu les processus. Mais clairement, vu la diversité qu'on voit, on ne maîtrise pas encore forcément qu'est-ce que ça se passe. Et surtout, on ne sait pas pourquoi le système solaire, ce n'est pas forcément les paradigmes dans notre galaxie. On est parti avec cette idée que le système solaire, c'était le modèle standard des planètes. Mais là, de plus on découvre, le plus ça ne semble pas être le cas. Donc la question, c'est pourquoi. Et bien sûr, on est aussi intéressé aux planètes habitables. C'est toujours une question très, très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces planètes? En parlant de diversité, pas en regardant forcément tous les types de planètes, mais là, vous voyez que les planètes avec une masse entre moins que la masse terrestre et 20 fois la masse terrestre, donc un peu plus large de Neptune, on va dire. Vous voyez que les planètes plus petites, ils ont quand même une grosse diversité quand on regarde des paramètres simples comme la masse ou le rayon. Donc ça, c'est un diagramme de densité. Et bien sûr, la densité, il peut commencer à nous dire quelque chose sur la composition de la planète, mais quand même, il y a une grosse dégénérescence. On ne comprend pas tout à fait qu'est-ce que ça se passe. Il y a clairement des planètes qui semblent suivre une structure et une densité similaire à des planètes faites des silicates, un peu comme la Terre et Vénus, les planètes terrestres dans le système solaire. Il y a des planètes qui semblent un peu plus denses et lourdes, donc peut-être il y a un peu plus de fer dans le noyau. Et puis il y a des planètes au contraire qui sont plus légères, peut-être qui suivent une structure plus similaire aux lunes des planètes géantes, qui ont quand même une quantité de glace dans l'intérieur.
Mais dit ça, comme vous voyez, il y a quand même une grosse dégénérescence d'interprétation, parce que clairement, la densité toute seule, ce n'est pas suffisant vraiment à comprendre qu'est-ce que ça se passe. Et surtout, au niveau de Super-Terre, donc cet objet où j'ai montré la densité, là c'est juste pour dire qu'Hollywood semble être plus informé que les scientifiques dans ce moment, parce que clairement, il y a plein de films qui vont nous dire comment sont faits ces Super-Terre, et je dois dire que scientifiquement, c'est aussi assez correct. Le problème, c'est que nous, scientifiques, on connaît très peu. Donc, clairement, mais on peut s'imaginer qu'il y a des planètes très chaudes parce qu'ils sont très proches de l'étoile, lava planète, des planètes très froides. On sait qu'on a plusieurs planètes qui orbitent autour des binaires. On sait qu'on a des planètes que, très probablement, ils ont des océans à la surface. Donc, clairement, il y a une grande diversité et on voudrait comprendre un peu plus. Donc, comment on fait à comprendre un peu plus? Mais alors, la densité toute seule, on a dit que c'est peut-être pas suffisant. Il faut aller au-delà de ça. En particulier, regarder l'enveloppe gazeuse, c'est-à-dire l'atmosphère, la composition chimique de l'atmosphère de ces planètes. Et la raison pourquoi ça c'est très important à faire, c'est que la composition chimique dépend de beaucoup de processus physiques et chimiques qui ont eu lieu dès la formation, donc indépendant où la planète s'est formée, dans le disque, comment s'est formée. Clairement, ça reste une condition initiale sur la chimie de la planète aujourd'hui, et donc de la composition atmosphérique. S'il y a eu des impacts avec des autres planètes, aux astéroïdes, pendant l'évolution de la planète, clairement, on va les voir dans la composition atmosphérique. Dans quelques... certainement, on sait que, par exemple, sur Terre, l'azote et l'eau doivent avoir été portés par des astéroïdes. Et donc, clairement, ça, c'est quelque chose d'important à considérer. S'il y a des nuages, ça veut dire qu'il y a des processus de condensation. Et donc, clairement, la chimie va changer par rapport à ça. L'interaction avec l'étoile, c'est aussi très important pour comprendre la photochimie ou pour comprendre aussi la climatologie. S'il y a des espèces ionisées qui se sont échappées de l'atmosphère, aussi c'est important à savoir parce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution de la composition avec le temps, comme par exemple, qu'est-ce que c'est arrivé sur la planète Mars. Pour les planètes rocheuses, évidemment, des activités volcaniques, ça peut produire des espèces gazeuses dans l'atmosphère qui sont l'effet de cette éruption volcanique. Finalement aussi la vie en particulier pour changer vraiment très dramatiquement dans la composition d'une atmosphère. On l'a vu sur Terre. Aujourd'hui, on a plus de 21% d'oxygène moléculaire dans l'atmosphère. Et ça, c'est dû à la formation, à l'évolution de la vie sur notre planète. On n'aurait pas si beaucoup d'oxygène si ce n'était pas pour la vie. Donc, on peut s'imaginer qu'ailleurs, peut-être une vie extraterrestre peut aussi produire des changements assez dramatiques. Alors, on parle d'atmosphère. La question, c'est comment on arrive à comprendre la composition chimique d'une atmosphère. Clairement, on parle des planètes qui sont beaucoup des années-lumière distantes de nous, et donc comment on arrive à comprendre que ça se passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a deux classes, on va dire, de méthodes pour arriver à comprendre cette composition atmosphérique des planètes extrasolaires. On a une méthode qu'on dit en général de transit, où en fait, on a besoin de planètes avec une orbite qui soit positionnée dans une façon où à un certain moment, on voit la planète entre l'étoile et l'observateur. Et alors, si on peut avoir une géométrie comme ça, on peut jouer un peu entre la lumière de la planète et l'étoile, les deux lumières ensemble, subtraction, et donc utiliser la position différente de la planète autour du temps pour séparer la contribution de la planète de l'étoile, ou on peut chercher de séparer spatialement, on va dire, la planète de l'étoile avec la méthode de l'imagerie directe, que c'est clairement plus complexe, mais ça nous donne la possibilité de faire des images
comme celui-ci de Beta Picto SB de Lagrange et collaborateurs, que clairement c'est vraiment très impressionnante. Donc les deux méthodes, ils peuvent être utilisées pas que pour détecter des planètes, mais aussi en spectroscopie pour comprendre la composition de leurs atmosphères. Alors, clairement, quand on parle de spectroscopie, il faut voir dans quelle longueur d'onde, dans quel domaine spectral on va regarder. Et je dois dire que pour les atmosphères, un peu tout c'est important, parce que si on regarde plutôt dans les X-rays, au extrême UV, on peut regarder à des processus d'échappement dans l'atmosphère, l'interaction avec l'étoile, la présence de champs magnétiques et aussi des espèces ionisées dans l'atmosphère. Dans le visible, on peut mesurer l'albédo de ces planètes, donc la partie de lumière réfléchie pour comprendre s'il y a des nuages, s'il y a une surface, quel type de surface, et aussi bien sûr la présence de certains atomes. Et si on regarde au contraire dans l'infrarouge, alors c'est là qu'on trouve toutes les molécules clés qui sont à la base des processus chimiques dans les atmosphères des planètes. Et bien sûr aussi on peut mesurer les propriétés thermiques de ces planètes. Alors j'ai juste quelques exemples de différentes longueurs d'onde pour vous donner juste quelques impressions de ce que les scientifiques sont en train de faire maintenant. Là sont des mesures faites avec les rayons X, et qu'est-ce que vous voyez, c'est dans l'image à gauche, on voit la planète HD 17156b. Ça, c'est une planète avec une orbite très excentrique. Donc, en fait, à gauche, vous voyez plutôt que l'étoile. La planète, c'est très loin, donc on ne la voit pas. Et donc, on a une image, un rayon X que de l'étoile. Quand la planète arrive assez proche au périhélium, périastron, assez proche de l'étoile, alors là, on voit une flaring. Donc, ça veut dire que l'interaction entre la planète et l'étoile devient très importante. Alors, clairement, pour l'instant, on a deux observations comme ça, mais l'idée, c'est que si on pouvait le faire pour une population d'objets plus longue, on peut commencer à comprendre si peut-être il y a des différences dans le champ magnétique et dans cette interaction. Je parlais du domaine spectral dans l'UV, et là, il y a vraiment beaucoup d'observations qui ont été faites dans les dernières années, surtout avec le télescope Hubble. Et en particulier, cette observation, ils ont trouvé qu'il y a pas mal d'espèces ionisées qui semblent donner une signature très importante quand la planète passe devant l'étoile, donc pendant le transit primaire. Donc, dans le visible, la taille de la planète est une taille normale, mais dans les UV, la taille de la planète devient très élargie. Et donc, ça suggère qu'il y a des espèces ionisées en échappement, en particulier les espèces connectées à l'hydrogène, mais aussi des espèces ionisées plus lourdes. Et donc, on pense que toutes ces planètes qui sont vraiment très, très, très proches de l'étoile, très probablement, ils ont des atmosphères assez instables dues à leur vicinance avec l'étoile, et donc évidemment il y a un échappement hydrodynamique à notre atmosphère. Alors si on passe à l'infrarouge, comme j'ai mentionné avant, là sont plutôt les molécules principaux d'une atmosphère qu'on va chercher, donc notamment l'eau, le méthane, le dioxyde de carbone, l'ammoniac, etc. On a commencé, ça fait là presque 10 années, à utiliser le télescope Spitzer, qu'évidemment, il a plutôt des bandes plutôt qu'un spectrographe. Et donc, on a commencé avec des observations très, très, très basiques, on va dire. Et bien sûr, après, on a commencé à utiliser aussi Hubble, et en particulier les caméras dans les prochains infrarouges. Et donc, les observations, ils ont amélioré. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que la signature de l'eau, c'est vraiment très présent dans la plupart des planètes géantes
très proches de l'étoile qu'on a observés avec ces méthodes, et aussi quelques Neptunes chauds parce qu'ils sont proches de l'étoile. Et là, à la fois Spitzer et Hubble, ils ont donné des observations en proche ou en feuille rouge moyenne pour montrer ça. On a très très peu de planètes où en fait on a des mesures pas que dans un domaine spectral très limité, mais qu'on arrive vraiment à couvrir avec un domaine spectral assez élargi. Et une de ces planètes, c'est HD 589 733b, c'est un de ces Jupiter chauds, planète géante qui orbite très proche de l'étoile. Et vous voyez que les mesures, là, ils vont de l'UV jusqu'à vraiment dans l'infrarouge moyenne, jusqu'à à peu près 20 microns. Alors, vous voyez aussi que quelquefois, les observations ne sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre. C'est parce qu'on est en train de faire un collage ici d'observations par des différentes équipes, par différents instruments. Et comme je dirais après, la plupart des fois, ces instruments ne sont pas calibrés au niveau de 100 ppm, 100 parts per million. Et donc, clairement, quand on fait ces collages, c'est très risqué tout ça. Mais bon, je pense qu'est-ce qu'on commence à comprendre de quelqu'un de ces Jupiter chauds? L'eau, c'est clairement là, et c'est aussi prédit par tous les modèles. On pense qu'il y a aussi des espèces à base de carbone, comme le méthane, le CO, certainement des atomes comme le sodium ou le potassium, et bien sûr aussi des nuages. On s'entendait ça aussi voyant les naines brunes ou notre Jupiter, en fait. Je vais surtout montrer des observations en transit primaire, c'est-à-dire quand la planète passe devant l'étoile. Mais on a une autre méthode quand la planète transite, c'est-à-dire l'éclipse, donc c'est plutôt regarder quand la planète passe derrière l'étoile. Et donc, dans une fraction de temps, on ne regarde que l'étoile et pas la planète. Et donc, on peut utiliser cette fraction du temps après pour soustraire la contribution de l'étoile à la somme étoile-planète. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va regarder là sont des spectres émis ou réfléchis par la planète. Et on peut dire le contenu, c'est très similaire aux spectres qui, au contraire, sont mesurés avec l'imagerie directe. Dans les deux cas, ce sont toujours des spectres émis par la planète ou réfléchis. Et donc, on peut commencer à les comparer un peu. Dans un cas, on regarde des Jupiters chauds, c'est-à-dire des Jupiters qui très probablement se sont formés loin de l'étoile et puis ils ont migré. Et là, aujourd'hui, ils ont une interaction très importante avec l'étoile. Là où, pour l'imagerie directe, c'est surtout des Jupiters jeunes qui viennent d'être formés. Et donc, c'est très intéressant de commencer à les comparer, à voir des différences et les similarités. Alors, j'ai mentionné en fait qu'on peut observer les propriétés thermiques. Donc là, c'est la démonstration que c'est vrai, qu'est-ce que je dis. C'est un très bon travail que ça a été fait par l'équipe de Stevenson aux États-Unis. Ils ont regardé des données dans le proche infrarouge de Hubble. Et qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? C'est en fait la planète qui transite, qui est en train de compléter une orbite complète autour de l'étoile. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est voilà comment l'image, on va dire, composée de la planète a été reconstruite à différentes longueurs d'onde pendant cette courbe de phase. En haut, sur la gauche, on est en train de regarder les spectres émis par la planète de nouveau à différentes phases. Et la raison pourquoi on voit cette variation très forte, c'est pas parce que le contenu d'eau va changer. Le contenu d'eau, je pense que c'est assez conservé, au moins au niveau qu'on peut dire. Mais ce que ça change, c'est surtout l'émission thermique. Évidemment, la température change à différents moments de la courbe de phase. Et en fait, vous pouvez regarder le profil thermique, que ça a été reconstruit, profil thermique vertical de l'atmosphère, que ça a été construit sur la droite. Donc ça, c'est clairement une observation très intéressante. Je devrais ajouter que, à part l'espace, aussi du sol, il y a eu pas mal d'observations très intéressantes, surtout à haute résolution avec des instruments comme CRS ou les VLT.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? C'est une détection de la molécule CO sur une planète extrasolaire fait avec RAIRES par l'équipe de Ignace Nellen. Et donc, en fait, ça a été détecté parce que la vitesse à laquelle l'atmosphère du planète extrasolaire l'atmosphère A, c'est différent clairement de la vitesse de notre atmosphère de la Terre, et donc on arrive à voir cette signature en regardant la vitesse relative de deux. Je parlais surtout des géantes de Neptune parce que c'est là où on a la plupart des observations aujourd'hui. Mais il faut dire qu'on veut vraiment chercher de comprendre qu'est-ce que ça se passe au niveau des super-Terres. Et clairement, les instruments d'aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleurs pour pouvoir faire ça, mais on y arrive quelquefois. Qu'est-ce que vous voyez ici sont surtout des modèles, malheureusement ce ne sont pas encore des observations. Là, c'est juste pour dire qu'un moyen pour comprendre la composition de l'atmosphère d'une planète super-Terre, c'est de regarder le spectre pendant les transits primaires, donc ce sont des spectres de transmission. Alors, pour les géantes, on sait que le composant principal de l'atmosphère, c'est surtout de l'hydrogène moléculaire. Donc on sait, parce que voilà, les géants sont faits comme ça. Mais quand on passe à des planètes qui peuvent être rocheuses, en principe, alors on ne sait plus. Ça peut être encore de l'hydrogène s'ils ont gardé un peu du gaz qui était présent dans le disque primordial. Ça peut être aussi, au contraire, des molécules plus lourdes, vapeur d'eau ou CO2, si sont des espèces secondaires qui ont été acquis d'une quelque autre façon. Et alors, l'hydrogène, évidemment, c'est un gaz très léger, donc l'auteur d'échelle de l'atmosphère, c'est-à-dire comment l'atmosphère est étendue. Normalement, avec l'hydrogène, ce sont des atmosphères très, très, très étendues. Mais s'il y a un composant principal qui est plus lourd, alors toute l'atmosphère commence à être beaucoup plus compacte. Et donc, la lumière de l'étoile a du mal à passer à travers. Et cette mesure, ça nous donne exactement qu'est-ce que ça peut être, le composant principal des atmosphères. Donc, clairement, on a cherché de le faire avec les super-terres qu'on connaît aujourd'hui, au moins quelqu'un. Une des super-terres qui a été bien observée, c'est JJ 1214b. On parle en fait d'une super-terre qui est à peu près 6 masses terrestres, une température que ça peut être à peu près 450 Kelvin. Donc on parle quand même d'une planète tiède. Et malheureusement, les résultats sont peut-être pas si... c'est très intéressant, mais on s'attendait d'avoir une réponse de comment s'est fait cette atmosphère. Et là, on voit une ligne plate. Et là, tous les instruments qu'on utilise aujourd'hui semblent suggérer quand même ce spectre assez plat. Alors, une façon d'expliquer ce comportement, c'est-à-dire qu'il y a une couverture nuageuse sur cette planète, donc évidemment, la lumière ne passe pas à travers. 2 fois plus qu'on est arrivé à l'observer, surtout dans le visible, le proche infrarouge. Mais vu que Spitzer marche plus à des longueurs d'onde, on n'a pas pu vraiment sonder l'atmosphère dans l'infrarouge moyen. Donc pour l'instant, on reste avec cette point d'interrogatif. Qu'est-ce que ça se passe là? Alors, mon équipe à UCL a regardé des observations d'abord pour une autre super-Terre qui s'appelle 55 Cancri, E. Ces planètes, on parle de 8 masses terrestres et une température que c'est plus chaude de 1000 K, parce que la planète, elle tourne autour de l'étoile dans moins d'un jour, et l'étoile, c'est très similaire à notre Soleil. Donc, vraiment, sur l'étoile, on pensait de trouver une planète complètement nue sans atmosphère, parce qu'évidemment, le rayonnement doit être très, très, très important. Mais avec surprise, les données semblent en fait suggérer qu'il y a une atmosphère autour. Vous voyez, les barres d'erreur sont quand même pas encore top, mais quand même, on voit une modulation que c'est au niveau de 5 sigma, et la modulation suggère qu'il y a une atmosphère assez légère. Donc, très probablement, il y a encore un peu d'hydrogène là-dessus.
La question, c'est comment l'hydrogène est arrivé là, si c'est un hydrogène primordial dû à la formation, ou si, au contraire, c'est un hydrogène qui s'est été produit après par photolyse, par exemple, de la vapeur d'eau, autre chose. Donc, il y a encore beaucoup de questions, mais c'est très intéressant de voir que peut-être, voilà, les prédictions théoriques, ils ne sont pas toujours vraiment très précises. Alors, je vous dis un peu les succès qu'on a eus jusqu'à maintenant dans ce domaine, mais en fait, il faut aussi parler de problèmes, parce que c'est comme ça qu'après, on peut avoir dans le futur des observations meilleures. Et donc, pour l'instant, il ne faut pas le dire, il faut juste regarder les observations. On a un signal à bruit très, très, très faible, et aussi la résolution, c'est pas top. On a des données qui sont, je n'ai pas le mot français pour sparse, donc clairement pas en continu. La couverture spectrale, c'est quelquefois vraiment très, très limité et pas en simultané. Et le gros problème que j'ai déjà un peu mentionné, c'est que la calibration absolue des instruments aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de 100 par million, que c'est à peu près le niveau de précision qu'on a besoin. Aujourd'hui, la grande guerre, c'est avec les systématiques des instruments, parce que sont vraiment très, très difficiles à gérer, et surtout à les séparer du signal. Et en plus, on a l'activité stellaire, qui clairement, ça crée du bruit. Et donc, il faut vraiment faire attention quand on cherche de comprendre qu'est-ce que ça se passe au niveau de cette atmosphère. Le dernier point, c'est qu'en fait, si on veut vraiment avoir une compréhension universelle de ce que ça se passe avec cette planète, jusqu'à une dizaine de planètes, un peu plus, ce n'est pas suffisant. On a vraiment besoin d'une population d'objets. Et clairement, aujourd'hui, on n'est pas encore là. Alors, dans la suite, je voudrais vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire avec mon équipe à Londres. En particulier, on a obtenu de financement de l'ERC, ça fait 2 années, pour chercher de regarder les atmosphères exoplanétaires au niveau d'observation, au niveau d'analyse des données, au niveau aussi des modèles, mais aussi chercher de penser un peu dans le futur comme mission spatiale, nouveau concept, mais aussi créer une infrastructure pour analyser big data. Alors aujourd'hui, clairement, on est dans les small data, mais l'espoir, c'est que dans une domaine, on va avoir beaucoup plus d'observations, et donc il faut avoir un peu les outils prêts. Alors ça, c'est un peu une photo des gens qui travaillent dans mon équipe Exolite. Alors, on a passé vraiment beaucoup de temps à chercher des méthodes d'analyse qui soient beaucoup plus robustes par rapport à ce qu'on a fait dans le passé. Et clairement, il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour la cosmologie, pour d'autres domaines de la physique et de la biologie, qui sont notamment en fait des méthodes pour chercher de décomposer la signal avec les systématiques des instruments dans une façon aveugle, c'est-à-dire sans vraiment mettre du prior quand on cherche de faire cette analyse. Et ces méthodes, ils ont marché vraiment très très bien. Je ne vais pas aller trop dans les détails, ça devient très technique. Mais méthodes comme Independent Component Analysis et autres choses, ça marchait très bien à la fois pour les données Spitzer, pour les données Hubble. C'est juste comme exemple pour vous montrer. Dans les données brutes, on voit à la fois les systématiques et le signal de la planète. Et là, sans faire aucune prédiction de comment la systématique va se comporter, on a réussi à corriger les données avec cette méthode. Et donc ça a vraiment aidé beaucoup. On est arrivé à faire la Super Terre 55 Cancri grâce un peu à cette méthode. Mais on a aussi investi beaucoup pour les modèles. Parce que vous comprenez quand on n'a que quelques points, et la plupart des fois avec des grosses barres d'erreur, chercher de dire qu'est-ce que ça se passe, interpréter les données, ça peut être aussi dangereux, parce qu'on peut quelquefois interpréter trop le contenu d'information qu'il y a dans ces données. Et donc, on investit beaucoup aussi pour regarder les modèles inverses, donc à lieu de
produire des spectres planétaires, les modèles directs, chercher de comprendre quelles solutions on peut avoir des données, qu'est-ce que c'est la dégénérescence. Et donc, on a fait pas mal de travail là-dessus, et on a pas mal de modèles qui là maintenant ils vont devenir publics, on veut vraiment rien garder. Où en fait on peut calculer les probabilités d'avoir une molécule ou une autre dans les données, et donc qu'est-ce que c'est le niveau de confiance de notre interprétation. Et de nouveau, ça sont des méthodes de point de vue statistique qui ont été utilisées par la physique théorique et aussi autres domaines. Alors, je voudrais dire quelque chose sur le futur. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a eu surtout des données pour les atmosphères qui viennent des télescopes comme Spitzer Hubble de l'espace et quelques instruments au sol. Et certainement, dans le futur, on aura une longue liste d'observatoires dans l'espace et au sol pour trouver de nouvelles planètes. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va arriver par rapport aux atmosphères. Donc, plutôt au niveau de chercher de comprendre un peu la composition et les péculiarités de ces planètes. Alors, clairement, on a JWST, que ça va arriver bientôt. Et donc, c'est sûr que JWST va donner une grande contribution, à la fois parce que la plage de longueur d'onde observée, ça va être beaucoup plus étalé, parce qu'on aura des observations qui vont du visible jusqu'à l'infrarouge moyen, 20 microns, etc. Donc ça va être extraordinaire. Et certainement, ça va aussi adresser la question de signal à bruit, aussi la résolution spectrale. Donc je pense que JWST va vraiment nous donner plein de choses. Dans le futur aussi, le LT du sol, clairement, il y a des instruments qui vont aussi donner une grande contribution à la fois pour les transits et l'imagerie directe. Donc, ça sont clairement des excellents outils. Mais si on veut chercher de commencer à comprendre comment se comporte une population, dont pas que quelques objets, alors je pense qu'en communauté, on a quand même l'ambition d'avoir une mission spatiale dédiée, parce qu'on voudrait passer plus de temps à regarder ces planètes, de qu'est-ce qu'on a normalement avec les observatoires génériques. Alors, avec cette idée en tête, on avait proposé, ça fait là maintenant 2 ans, à l'ESA, une mission spatiale qui s'appelle Ariel, pour la sélection M4. Et donc, Ariel a été sélectionné avec autres 2 missions, XIPE et Thor. Et qu'est-ce que c'est Ariel? C'est un observatoire dans l'espace. On parle de 1 mètre de télescope en L2. Et l'idée d'Ariel, c'est de faire en simultané de la spectroscopie des exoplanètes à partir de 0,5 dans le visible jusqu'à 7,8 microns dans l'infrarouge, vraiment dans une seule observation. On veut observer à peu près 1000 planètes. Donc clairement, là, c'est plutôt l'information sur une population, pas que sur des objets isolés. Et là, maintenant, on a un consortium où on a la contribution de 12 pays européens. Alors, les questions scientifiques qu'on veut adresser, c'est qu'est-ce que c'est la composition chimique des exoplanètes, comment ils se forment, comment ils évoluent. Et très vite, pour vous dire comment on va faire ça, on veut observer 1000 planètes en prenant en compte dans ces planètes des planètes rocheuses, Neptune, gazeuses. On va regarder planètes en transit parce que techniquement, c'est plus facile d'avoir une mission spatiale en transit plutôt qu'en chronographie. Et on va bien sûr prendre des spectres et comme ça, on va un peu chercher de faire ce type d'analyse. Alors là, c'est peut-être un peu détaillé. On veut prendre une approche où, en fait, on fait 30% de la mission en survey. On va vraiment regarder un peu à basse résolution ces millions de planètes. Et puis, ces 100%, on la passe
sur la moitié de ces planètes pour chercher vraiment de comprendre la spectroscopie et chercher de comprendre la composition chimique. Et pour 10%, on va vraiment prendre plein d'observations sur un nombre limité d'objets. On peut choisir les prédictions. Aujourd'hui, on pourrait faire 200 planètes par rapport à ce qu'on connaît déjà, mais vu toute la liste de missions spatiales qui vont être lancées très bientôt, on peut choisir les 1000 planètes entre à peu près 8000 planètes qu'on prédit qui seront là quand Ariel vole. Donc, on est confiante qu'on aura des cibles. Et là, c'est juste pour vous montrer, clairement, on est en train de faire plein de modèles pour comparer les capacités d'Ariel par rapport à la caméra d'Hubble, IC3, que c'est beaucoup plus limité en longueur d'onde, c'est un verre, et par rapport au siège JWST. Là, la comparaison, c'est plutôt sur des Jupiter chauds, où Ariel, clairement, il peut être très performant. Mais là où JWST va, au contraire, je pense vraiment donner des informations beaucoup plus importantes, c'est plutôt sur des planètes habitables ou de toute façon un peu plus froides. Ok, là c'est juste pour vous montrer la contribution de tous les pays européens. Pour l'instant, l'UK est encore dans les pays européens. Peut-être on doit changer la transparence bientôt, j'espère pas, mais bon. Alors, je vais juste mentionner que JWST en particulier, je pense qu'il va donner surtout une contribution quand on va regarder des planètes plutôt super Terre, donc plutôt rocheuses, autour des étoiles froides. Alors, dans ces conditions, on pense qu'on arrive à regarder la zone habitable des étoiles assez froides, et donc peut-être JWST va nous donner pour la première fois la possibilité de sonder des planètes candidates habitables. Donc on espère vraiment d'avoir des observations comme ça. En théorie, c'est possible si on a les bonnes planètes. Alors je pense que mon temps commence vraiment à terminer. Donc là sont mes conclusions. On a 1000 planètes qui sont connues, et on doit s'attendre beaucoup plus dans les prochaines dizaines d'années. Et là, maintenant, c'est vraiment le temps pour comprendre un peu plus comment ils se forment les planètes dans nos galaxies, comment elles évoluent, et donc de quelque part mettre un autre système un peu plus en comparaison avec ce que ça se passe dans nos galaxies. La composition atmosphérique et la structure, c'est vraiment très important pour comprendre un peu ce mécanisme de formation et d'évolution. Et les transits et l'imagerie directe sont des méthodes excellentes, comme on a montré aujourd'hui, pour chercher évidemment de mesurer la composition chimique. Dans le futur, on aura JWST, ELT et autres missions qui vont nous donner clairement des observations beaucoup meilleures. J'ai inclus Athéna parce que aussi pour les rayons X, il y a déjà des prévisions qui ont été faites où la contribution d'Athéna va être aussi très importante et intéressante. Mais mon dernier point, c'est que si on veut un jour vraiment en avoir une information sur une population d'objets et vraiment comprendre ce que ça se passe, alors je pense vraiment qu'on doit réfléchir à une mission dédiée. Et là, j'espère que cette mission sera réelle. On verra bien très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on a du temps pour des questions. Je crois avoir lu qu'on voulait leur donner des noms. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ça a changé dans le sens qu'au début, il y a eu pensé que c'était mieux pas donner de noms. Et donc au début, on avait le nom de l'étoile avec B, C, D. C'était les planètes découvertes après avec l'ordre alphabétique.
Après, c'est vrai que pas mal de satellites comme Kepler ou Corot ou des surveils au sol, ils ont commencé quand même à donner le nom de leurs surveils. Donc, on a Kepler 1, Corot 7, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la possibilité de donner des noms. Je pense que pour l'instant, j'ai entendu les scientifiques surtout utiliser encore leur nom, comment je viens d'écrire. Si après on prendra l'habitude de les appeler avec un nom, bah, on verra bien. Mais voilà, on verra un peu ce que ça se passe dans les prochaines années. Autre question? Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques qui permettraient d'essayer de cibler une zone de planète, enfin une taille et une température autour de celle de la nôtre? Je veux dire, parce que ça nécessite probablement des techniques adaptées spécialement, des planètes pas très chaudes et pas très grosses, et un peu loin quand même de l'étoile, donc difficile à voir. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur des techniques un peu nouvelles, un peu différentes, pour essayer de cibler ça? Très bonne question. Bah, comme vous pouvez imaginer, les planètes habitables vraiment sont super intéressantes, donc tout le monde veut le faire. Et c'est vrai qu'on a tous commencé en pensant d'aller tout de suite vers des planètes habitables. Et après, dans ce voyage, on s'est rendu compte déjà que penser tout de suite aux planètes habitables, scientifiquement, peut-être on n'était pas si préparé que ça. Et techniquement, encore moins. Parce que, comme vous dites, sont des planètes pas faciles à regarder, sont froides, donc ça veut dire que l'atmosphère est très compacte, sont petites, donc vraiment pas facile. Alors, je dirais aujourd'hui, on pense qu'avec les transits, donc la méthode des transits, on peut pousser pour aller regarder de planètes candidates habitables, peut-être avec JWST, plutôt autour des étoiles assez froides, parce que la zone habitable pour des étoiles pas trop massives, comme dans des MM par exemple, c'est assez proche de l'étoile. Donc ça veut dire que peut-être une planète en transit à une période de 2-3 semaines, par exemple, dans la zone habitable. Donc c'est possible de la faire en transit. Si on commence à prendre une planète habitable autour d'une étoile G, alors là, on met un an. Donc, ce n'est pas pratique avec les transits, ce n'est pas la bonne méthode. Et alors, pour les étoiles plus massifs, donc plutôt comme le Soleil ou encore plus grand, c'est plutôt l'imagerie directe que je pense que ça doit être pensé. Dans le passé, il y a eu des projets, des missions très ambitieuses pour faire une imagerie directe des terres dans une zone habitable. Je pense qu'aujourd'hui, on cherche d'être un peu moins ambitieuse techniquement, de faire les choses avec plusieurs pas. Et je pense que ça, c'est très important parce que ce n'est pas qu'un défi technique, c'est aussi un défi scientifique. Aujourd'hui, on doit encore comprendre toutes ces planètes chaudes, qu'est-ce que ça se passe au niveau de chimie. Aller tout de suite vers une planète habitable, ce n'est pas facile. Donc je pense que le fait qu'on est forcé à faire les choses un peu pas tout de suite, c'est peut-être pas mal. Mais donc je pense que JWST, c'est peut-être la première chance pour regarder des super-terres dans la zone habitable d'étoiles M. Pour l'imagerie directe, bah, ce n'est pas évident dans les prochaines dizaines d'années. Je verrai ça plutôt dans le futur. Il y a une grande fraction des soleils qui sont, enfin des systèmes binaires. Est-ce qu'il y a des planètes qui ont été observées autour de systèmes binaires? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a une longue liste de planètes qui sont autour des étoiles binaires, donc qui semblent être pas du tout des objets rares. Et donc, oui, ça semble être une configuration assez possible. Il y a à la fois des planètes autour de binaires où les étoiles sont assez proches, donc la planète il tourne autour des deux étoiles en simultané, ou des cas où au contraire les deux étoiles sont assez éloignées et donc la planète il tourne autour jusqu'à une étoile.
que vous avez accès aux périodes de rotation des planètes sur elles-mêmes? Et si oui, quels sont les extrémums du spectre que vous avez? Donc la question, c'est sur la rotation, n'est-ce pas? La méthode que le groupe de Snellen elle a utilisée pour détecter, par exemple, le CO au sol, ça a été aussi utilisé par son équipe pour avoir un peu de contraintes sur la rotation de l'atmosphère. Donc ça a été fait au moins pour 2 objets. On peut aussi avoir un peu d'informations, pas forcément sur la rotation, mais sur des autres paramètres comme l'inclination de l'orbite, choses comme ça. Quand les planètes sont en transit, on arrive à avoir des informations aussi sur les paramètres orbitaux de la planète. Si je ne me trompe pas, l'un des paramètres aussi très importants pour une planète, c'est la présence d'un champ magnétique. Est-ce que vous arrivez aussi à en quelque manière, voir la présence d'un champ magnétique sur la planète ou pas? Merci, c'est absolument vrai. Aujourd'hui, on a très peu d'informations. Des observations qui promettent peut-être de donner quelques informations sont peut-être des observations à rayon X, par exemple. Là, on a 1 ou 2 objets, donc c'est très difficile d'interpréter cette observation uniquement. Mais si on avait plusieurs objets, peut-être en faisant une comparaison entre cette interaction, on pourrait peut-être arriver à trouver quelques contraintes sur le champ magnétique. Il y a des modèles qui suggèrent aussi que peut-être des télescopes comme SKA ils peuvent peut-être donner quelques informations là-dessus. Pour l'instant, ce sont des simulations, donc après, pour l'instant, personne n'a détecté encore rien dans ce domaine spectral. Sinon, je peux imaginer de nouveau aussi en regardant les espèces qui s'échappent en atmosphère, peut-être une comparative planetology, meaning si on voit des planètes où ce phénomène est plus fort ou moins fort, peut-être on arrive à comprendre indirectement s'il y a un champ magnétique et qu'est-ce que ça se passe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Il n'y a pas vraiment une mesure où on peut dire, voilà, on utilise cette mesure, on sait qu'est-ce que ça se passe au niveau des champs magnétiques. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un paramètre super important. Quel est le pourcentage de planètes autour de pulsars? Alors, très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais les premières planètes extrasolaires ont été trouvées autour d'un pulsar. Donc, clairement, tout le champ des exoplanètes, c'est né comme ça. Donc, clairement, c'est très important. Que je sache, il n'y a pas beaucoup de planètes de toute façon qui ont été trouvées autour des pulsars. Je peux vérifier après parce que c'est vrai que les listes des planètes continuent. Et donc, quelquefois, je perds. Mais je dirais peut-être un pourcentage, ce n'est pas énorme, mais clairement, ça a eu une importance vraiment spéciale, vu que les premières planètes, ils venaient du pulsar. Est-ce qu'on a déjà des observations de systèmes stellaires, c'est-à-dire de plusieurs planètes autour d'une même étoile? Et si oui, est-ce que c'est dans le même plan comme chez nous, ou presque? Est-ce que ça donne des renseignements sur la formation des systèmes stellaires, j'imagine, et leur évolution? Oui, excellente question, j'aurais dû le dire. À peu près, on a aujourd'hui 3500 planètes confirmées. À peu près 2000, plus de 2000 de ça, ils ont plus d'une planète. Et à peu près 600 sont plusieurs planètes, donc vraiment un système planétaire. Ce que ça a surpris aussi tout le monde, c'est qu'il y a pas mal de ce système planétaire que, en fait, ils sont dans le même, ils ont la même plan d'orbite, sont coplanar. Et donc,
on les voit en transit. Donc, il y a pas mal de systèmes qui ont été détectés en transit parce que toutes les planètes transitaient. Et donc, ça, c'est assez extraordinaire. Et oui, c'est clairement toutes ces architectures, ils nous donnent des contraintes sur les processus de formation, sont très importantes. D'autres questions? Non? Bon, je crois qu'on peut remercier l'orateur encore. A priori, tout, oui. Oui. Merci. Ben, merci encore. Au revoir.